Bonsoir et merci de votre fidélité. Heureux de vous retrouver après quelques rendez-vous manqués au cœur de notre émission de ce soir. Un couple de concepts, communication et liberté de presse, quelques jours seulement après la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Peut-on continuer à avoir l'esprit critique du journaliste en signant des contrats de partenariat avec l'État, ce qui implique un engagement à faire de la communication institutionnelle? Même dans sa vocation de liberté, la presse peut-elle, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, vivre sans l'aide de l'État? On répondra à ces questions. On parlera évidemment du classement de Reporters sans frontières qui nous remet au 78e rang cette année encore. Nous tenterons également de décrypter le thème choisi par l'UNESCO cette année, des esprits critiques justement, pour des temps critiques au rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Mes invités ce soir, Vincent Folly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Bonsoir, Monsieur Folly. Bonsoir, Célestin. Philippe Rado, directeur de publication de Nouvelle Expression. Bonsoir, Monsieur Rado. Oui, bonjour. Nous avons également invité Monsieur Basile Thibozo, le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, qui a donné le ferme engagement d'être sur ce plateau. Malheureusement, il n'est pas sur le plateau. On espère qu'il va nous rejoindre d'un instant à l'autre. J'ai tenté en vain de le joindre quelques minutes avant cette émission. Une fois encore, bonsoir. On va démarrer avec l'actualité. Ce n'est pas le sujet, mais nous avons le privilège d'être peut-être parmi les premiers à commenter l'élection présidentielle française dans notre position de journaliste africain. Comment est-ce que vous décryptez cette actualité? Le président est connu, Emmanuel Macron, 65,8% aux dernières estimations, Monsieur Folly. Le regard que vous portez? C'est un regard de celui qui est loin, de celui qui ne vit pas les réalités de la France, mais un regard de l'Africain que je suis. Moi, j'étais prêt à n'importe quel président. La France peut nous offrir ce qu'elle veut. Nous n'avons pas le choix. Nous ne votons pas en France. Ça veut dire que, disons que si Marine Le Pen avait été élue, ça vous dirait rien? Non, je suis de ceux qui pensent que si cette dame vient, ça va nous réveiller. Ah. Et ce serait une bonne chose. Donc c'était votre souhait? Oui, la politique française... Ah, c'était votre souhait? Non, ce n'est pas mon souhait. Mon souhait ne change rien à la situation réelle. Je ne souhaitais pas particulièrement qu'elle vienne. Mais qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas me laisse froid. Mais je dis, si elle vient, ben, nous allons enfin nous réveiller parce que cette dame, elle a un programme qui nous interpelle. Pourquoi pensez-vous que nous dormons? Vous dites on va nous réveiller. Ah oui, parce que nous dormons en Afrique. Nous dormons avec cette forme de coopération hypocrite où on nous dit on veut coopérer, on veut nous développer. Et depuis près de 50 ans, nous ne nous développons pas. Voilà une dame qui dit, moi je veux la préférence française, je veux la France. Et les autres, bon, vous autres qui venez d'Afrique, allez vous faire voir ailleurs. La France n'est pas, comme dirait Roca à l'époque, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moi, je prends cette dame au mot et je dis, si elle vient, nos chefs d'État vont se réveiller. Nos peuples vont se réveiller. Pour enfin savoir que ce sont nos intérêts que nous cherchons. Et il faut qu'on fasse comme les Français qui ont élu quelqu'une qui dit qu'elle veut la préférence française. Nous-mêmes, nous allons nous attacher à aimer nos pays et à travailler pour le développement de nos pays. Voilà un regard d'un journaliste béninois, mais on a plusieurs regards, j'imagine, à travers la presse nationale. Philippe Rado. En fait, la perception que moi j'ai de l'élection de Macron, c'est que cela confirme une tendance qui se manifeste depuis quelque temps. C'est-à-dire que le clivage droite-gauche, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il faut maintenant une variété d'efforts de tous les acteurs politiques. C'est-à-dire que ce n'est plus la solution, elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche. Je crois que Macron, il incarne un peu cette tendance. C'est-à-dire dans le sens qu'il se présente comme un peu la synthèse, celui dans lequel pourrait se retrouver la droite, la gauche. Est-ce qu'il réussit? Je crois, visiblement, c'est un peu cela. Mais ça, c'est pour les Français. Qu'est-ce qui va changer pour les Africains? Ce qui va changer pour les Africains, je crois, c'est plutôt à nous de nous prendre en charge.
Ce n'est pas Macron, il n'a pas été désigné par les Africains. Il n'a pas été élu pour les Africains. Les Français l'ont choisi d'abord pour eux-mêmes. Et je crois que l'Afrique n'a pas été très présente dans le débat, dans cette élection. Non, l'Afrique, non. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est quand même un soulagement pour beaucoup d'Africains ce soir. Oui, certainement, parce que le discours que Marine Le Pen a tenu tout au long de cette campagne, c'était pas rassurant pour eux. Hein, et même pour, certains chefs d'État, etc. Mais qu'importe, est-ce que ce que nous voulons, est-ce que c'est dans le regard de l'autre qu'on va le retrouver? Est-ce qu'on va le lire dans le regard de l'autre? Moi, je crois que le plus important, c'est qu'on s'assume, qu'on se prenne en charge. Le salut ne viendra pas d'ailleurs. Très bien. Monsieur Folly, je l'ai dit en Je veux dire un mot. On ne va pas se focaliser sur la France, mais allez-y. Il me rejoint. Le salut vient de chez nous. Et moi, j'en ai assez de ces présidents qui viennent pour des opérations qu'on ne réalise jamais. Macron, c'est bon pour la France et j'espère que la France va l'accueillir comme il faut, mais c'est le néolibéralisme poussé à l'extrême. C'est un banquier et il a dit pendant la campagne qu'il maintenait toutes les propositions qu'il avait faites sur la loi du travail. On va s'amuser. Très bien. Monsieur Folly, on va aborder le sujet directement lié à la presse. Je l'ai dit en introduction. 78e rang encore, le rapport de Reporters sans frontières nous dit qu'on stagne. Je ne sais pas si c'est ça votre lecture, mais quelqu'un dit qui n'avance pas recule. Quel est votre regard par rapport à ça? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est vrai qu'on a évoqué la fermeture d'un certain nombre de chaînes, de télévision et de radio. Est-ce que ça explique cette position? Oui, ça explique cette position. La fermeture des radios, des télévisions. Et surtout d'une télévision, Sika TV, qui est l'une des meilleures en matière de performance au niveau du son. Je suis sur une télévision ici, je ne voudrais pas vous faire des jaloux, mais je dis la télévision de Sika est l'une des meilleures et elle est vue, elle est regardée partout ailleurs en Afrique. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave et personne ne s'en rend compte et surtout nos associations professionnelles ne disent rien et c'est ça qui est inquiétant. Parce qu'on est allé couper la chaîne qui est sur un bouquet, qui paye pour que son émission passe sur un bouquet, c'est-à-dire payant. Je veux dire Canal+ pour ne pas nommer. Et même sur les bouquets d'accès gratuit. On est allé couper les images. C'est du jamais vu. Là, a évoqué des raisons. Je n'ose pas les qualifier. On a parlé de localisation. Non. De localisation. Pour cette télé, non, on a dit qu'elle n'a pas signé de convention. Mais les télés qui nous viennent de l'étranger, quelle convention elles ont signé avec nous? Vous regardez sur les chaînes d'accès gratuit, combien de chaînes il y a qui envoient des émissions que nous ne contrôlons pas? Aujourd'hui, avec le numérique, je crois qu'il faut être modeste. Très bien, avec le numérique, on va parler justement du numérique dans le fond du sujet, mais en attendant, M. Rado, par rapport à ce classement, j'ai lu quelques interviews, ça me fait mal que le président du CNPA ne soit pas là. Il a fait des déclarations en disant la presse va bien au Bénin. C'est votre avis? Non, moi je crois que les menaces sont réelles sur la liberté de la presse. On lui dit qu'il n'y a pas de prisonniers, enfin pas de journalistes en prison, etc. Mais à mon avis, elles sont beaucoup plus économiques. Elles sont beaucoup plus économiques. Parce que si on limitait les menaces juste au plan politique, c'est à croire par exemple que tous les jours on ferme des stations de radio, de chaînes de télévision, ou que tous les jours nous sommes devant les tribunaux. Moi, les menaces sont beaucoup plus économiques. Et cela, c'est vraiment vicieux, plus vicieux. Parce que en fait, un journal, une chaîne de radio ou bien une télévision, il faut des ressources financières. Il faut cela. Or, aujourd'hui, parce qu'avec la suspension des contrats qui dure, alors comment est-ce que les journaux fonctionnent? Comment est-ce que les médias fonctionnent? Ça, c'est des questions assez sérieuses. Hein? Alors, et je suis sûr qu'on est bien loin de trouver la réponse. Dans le sens que l'épée de Damoclès est là. Ça plane sur notre tête. Ça dit qu'à tout moment, et d'ailleurs, ça se voit que beaucoup de médias ont réaménagé leur mode de fonctionnement. Parlant de menaces économiques, peut-être aussi le régime fiscal par rapport à la presse. Il y a tout cela. Il y a également un tissu économique. Vous voyez, les entreprises que nous avons.
Pas d'espace de publicité, par exemple. Alors, il y a tous ces problèmes. Et c'est beaucoup plus pesant, hein, beaucoup plus vicieux, dans le sens que ce n'est pas des situations qu'on peut changer du jour au lendemain. Et c'est là où je crois que ces menaces sont plus sérieuses. Même si elles viennent s'ajouter aux menaces politiques qu'on ne peut pas nier, qui sont là, qui sont réelles également. Mais Monsieur Foley, il vient de toucher du doigt le sujet de ce soir. Il dit que la suppression ou la suspension, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, des contrats, c'est une menace parce que la presse doit vivre de quelque chose. Mais j'ai lu le président, je crois, de l'ODEM, si je ne m'abuse, qui a fait une phrase du genre les contrats, c'est une atteinte à l'esprit critique. Pensez-vous qu'on puisse signer des contrats avec l'État, ce qui suppose, je l'ai dit en introduction, qu'on va faire de la communication institutionnelle, il faut aller prendre de l'information dans les ministères, faire du vernis, là où il fallait peut-être pas en faire. Est-ce que les contrats ne sont pas une entrave à la liberté? Nous sommes au cœur du débat. Merci. Je voudrais revenir sur ce que mon confrère a dit tantôt et ce que vous avez introduit tantôt sur les questions de liberté. Et déjà, quand on parle de notre pays, on dit non, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas de journalistes en prison. Je le concède à tous ceux qui le disent et qui le disent avec beaucoup de bonne foi. Mais c'est ce qu'il a dit tantôt. La pression économique, c'est-à-dire quoi? Nos dirigeants ont compris depuis le renouveau qu'il n'y a pas... Qu'est-ce que je dois faire? Je continue? Bien sûr. Depuis le renouveau... J'annonce que le président du CNPA nous rejoint d'une minute à l'autre. On va essayer de l'installer. Poursuivez quand même votre analyse. J'ai dit que depuis le renouveau, je lui fais un peu de place pour qu'il... Non, restez là où vous êtes. Il va se mettre de ce côté-ci. Non, restez là où vous êtes. Il va s'installer. Voilà. Tant pis pour lui. Ce sont les aléas du Il n'avait pas de raison. Il a certainement des raisons. Oui. L'essentiel, il est là. Allez-y, poursuivez. Vous dites que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prisonniers, de journalistes en prison que... Il faut se réjouir qu'il n'y ait pas de journalistes en prison. Parce que ce sont des luttes que les journalistes de ce pays ont menées avec succès. Et il faut savoir ce qui s'est passé dans les années PRPB. Les gens ont lutté pour que nous soyons libres. Et aujourd'hui, la plupart des régimes ont compris qu'il ne s'agit plus de mettre les journalistes en prison. Et la pression dont il s'agit, dont il parle, c'est la pression économique. Les journaux existent, mais il faut bien que les journaux vivent. Et les régimes ont compris qu'il faut mettre de l'argent pour permettre de diffuser leur message. Je n'ai pas la même lecture des contrats que mon confrère, mais lui et moi, on est d'accord sur l'essentiel. Parce que tel que les journaux vivent au pays, tel que les journaux fonctionnent, tel que les organes de presse fonctionnent, c'est difficile de vivre sans la communication institutionnelle. Mais j'ai posé la question, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une atteinte à l'esprit critique? Non, laissez-moi venir. Aujourd'hui, par le passé, ceux qui ont fait le journalisme dans les années 60, ou la presse, c'est simplement de donner l'information, de formuler des critiques, de faire des commentaires, de faire des dossiers. Aujourd'hui, c'est de plus en plus admis qu'il faut faire de la communication institutionnelle, c'est-à-dire une institution comme le gouvernement qui manipule l'argent public peut dire je veux donner de la visibilité à mes actions. Est-ce que c'est ainsi que ça fonctionne dans les démocraties? Oui, dans d'autres démocraties. Dans d'autres démocraties, c'est plus subtil. Ici, c'est que l'information est donnée de manière brute et on vous dit de la reporter, on vous donne même des indications. Je me réjouis que le président du CNPA soit ici, il pourra nous expliquer un certain nombre de choses. Je dis qu'avoir de la communication institutionnelle, ça ne devrait pas être dangereux. Ça ne devrait pas poser de problème. Regardez par exemple un hebdomadaire comme Jeune Afrique. Si elle ne fait pas des plus, c'est-à-dire, comment on appelle ça, des suppléments sur chacun des pays où on ramasse des centaines de millions, Jeune Afrique ne peut pas survivre parce que le marché publicitaire est réduit. Et quand on parle de notre pays, le marché publicitaire est très réduit. Et non seulement réduit, mais il n'est même pas du tout réglementé. Si vous voulez, on en parle. Parce que les ressources d'un organe de presse viennent d'où? Viennent
de la vente en ce qui concerne la presse écrite, de la vente. Or, dans tous les pays du monde, ce n'est pas la vente qui procure la plus grande part de revenus. Les revenus viennent aussi de la publicité. Or, le marché publicitaire de notre pays est réduit. Très bien, on va permettre... Donc, la communication institutionnelle supplée à ça. C'est pourquoi moi, mon corps défendant, j'accepte d'avoir de faire de la communication institutionnelle. Mais le danger est là, qu'au lieu de donner simplement de la visibilité, l'on oriente l'information vers les opposants, vers des gens que l'on ne veut pas voir. Mais c'est quand même un paradoxe. Et c'est ça le danger. Oui, c'est ça le danger. Je ne suis pas sûr qu'un journaliste qui reçoit de l'argent ou qui signe un contrat avec le ministère des Finances ou le ministère de l'Environnement peut être objectif dans le traitement de l'information qui vient de ce ministère. Monsieur le Président, vous venez de nous rejoindre. On va laisser le Président parler, on va pousser légèrement le micro. Monsieur le Président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, merci de nous rejoindre. Quel est votre regard sur l'état de la presse aujourd'hui? Vous avez dit, j'ai lu dans quelques journaux que la presse est en bonne santé parce qu'il n'y a pas de journalistes en prison. Est-ce que c'est suffisant pour dire que tout va bien dans les médias au Bénin? Il faut d'abord commencer par ce qui va bien. Ce qui va bien, c'est qu'on fait le constat que relativement, il y a une sorte d'accalmie en ce qui concerne la liberté de la presse. On exerce librement, les journaux exercent librement, les radios librement, les télévisions librement. Depuis un an, je crois qu'on n'a pas eu de dérapage majeur. On n'a pas noté de journalistes qui soient emprisonnés, qui soient tués. On n'a pas vu des organes de presse, leur siège saccagé, attaqué, brûlé, comme dans d'autres pays. On a fermé quand même quelques chaînes de télévision. Je crois que c'est pas encore ça. On remarque déjà de fois que relativement ça va, ça peut aller. Nous avons 78e place aujourd'hui, comme l'année dernière. On vient de le dire. On aurait souhaité aller plus loin parce que justement, il y a eu cette fermeture-là qui ne nous ont pas du tout aidés. Ces fermetures qui sont à la fois, disons, complètement brutales et irréalistes. Parce que c'est venu de façon brutale pour 7 chaînes, 7 organes de presse immédiatement. C'est ça qui est le plus grave. On a connu par le passé des fermetures sporadiques, isolées. Mais ici, c'est 7 en 1. Et c'est grave en termes d'appréciation par les canaux internationaux. Et ça n'a pas raté, on a été smashé. Très bien. Vous rattrapez le sujet, on était un peu avancé, on abordait la question des contrats avec l'État. Moi, j'ai lu le président de l'ODEM qui lui dit, par exemple, que signer des contrats avec l'État, c'est une entrave à l'esprit critique. Et peut-être que certains sont d'accord avec lui. Est-ce que lorsque des journaux signent des contrats avec le gouvernement, ils peuvent être objectifs dans le traitement de l'information? Non, je crois que la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est un délit? Nulle part dans le code de procédure pénale, il est inscrit, il est prescrit que bien, un contrat avec des organes de presse, c'est un délit. Passible de peine. Nous parlons en termes d'éthique, mathématiquement, on n'est pas sur un terrain judiciaire ou juridique, mais sur un plan éthique. Depuis 1990 qu'à ce jour, aucun organe de presse n'a été en prison parce qu'il a signé un contrat. Les contrats ont démarré en 1997 avec le président Mathieu Kérékou. Je me rappelle très bien, c'est avec le ministre Abdoulaye Biotchane que ça a commencé. Donc, on ne pas la face. Parce qu'il s'agit d'argent public qu'il faut injecter pour essayer d'aider les journaux. Par conséquent, il faut un contrat, il faut formaliser. Et il faut s'aligner à la norme de décaissement public, de la comptabilité publique. Et par conséquent, il faut un contrat. Mais il faut, avant d'avoir les contrats, pour ceux qui ont des organes de presse sérieux qui paraissent, les télévisions qui émettent, les radios qui émettent, aucun organe de presse ne peut avoir de vie sans contrat. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? Il faut faire la démarcation nette entre la communication et l'information. Quand je suis en communication, je suis en communication. Quand je suis en information, je suis en information. L'essentiel, c'est que la communication ne prime pas, ne vienne pas complètement... On va être concret. Hein. Je ne vais pas vous laisser monopoliser la parole. Mais non, je ne la parole. Oui, bien sûr. La question, comme un exercice, hein, je signe un contrat, je suis payé par le ministère des Finances, admettons, hein, je donne un exemple comme ça, je signe un contrat, je suis payé X millions ou X francs par mois pour relayer l'information du gouvernement. Et dans le même temps, j'ai un scandale financier dans tel ministère. Vous pensez objectivement que le journal qui reçoit de l'argent va mener une enquête dans un ministère
J'allais répéter le mot objectivement, M. Rado. Moi, je crois pour le principe. Parce qu'il a dit qu'il faut séparer l'information de la communication. C'est comment séparer les deux? Dans la réalité, oui. c'est que l'actualité... Vous êtes le directeur de publication de Nouvelles Expressions. Admettons, vous avez un contrat avec le ministère de l'Environnement, mais il y a un scandale environnemental, entre guillemets, avec ce ministère. Comment vous allez faire l'enquête et être objectif? En fait, je crois l'observation qui a été faite par le président de l'ODEM, il faut comprendre, de l'ODEM, il faut comprendre. Il faut comprendre parce que je crois là, il regarde, disons un peu à l'exécution, au jour le jour des contrats. Parce que dans l'exécution, je crois qu'il y a beaucoup de laisser aller, dans le sens que il y a quand même un minimum de précaution qu'il faut prendre. Parce que quand vous relayez par exemple une communication, il faut l'indiquer. Il ne faut pas donner l'impression que la réflexion ou bien l'article que vous publiez émane de la rédaction. Dans la réalité, c'est que... Oui, c'est-à-dire que j'explique. Je peux bien publier une page... Parce qu'on est parti de l'observation du président de l'ODEM. Je veux dire, en fait, c'est-à-dire que dans le fonctionnement des médias, avec les relations que nous avons avec les partenaires, c'est-à-dire que le secteur public, en réalité, c'est ce qui s'observe. C'est-à-dire que tel que les communications sont traitées, publiées, non, on comprend bien que, en fait, là, nous nous privons du droit à l'exercice du droit à l'esprit critique. Vous voyez, on se doit être plus critique, dans le sens que, ne serait-ce qu'au regard du lectorat, c'est-à-dire que si vous publiez une information qui n'est pas de la rédaction, il faut prendre soin de le signaler. Et je vous repose la question je vous repose la question avec précision. Je suis moi, fiction, hein, je suis moi, Célestin, ministre de l'Environnement. J'ai un contrat avec vous. Il se trouve que je suis l'auteur ou objet d'un scandale dans le domaine environnemental et votre journal va faire une enquête sur moi. C'est possible d'être objectif? Oui, je vous pose la question. C'est possible d'être objectif. Comment? En fait, l'objectivité, c'est quoi? C'est de donner la parole à tous les... C'est pas... Si je vous appelle ou j'appelle votre journaliste qui fait l'enquête, ben écoutez, demain je vais rompre le contrat, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais on l'assume, on l'assume. On l'assume, parce qu'en vérité, c'est quoi? Il n'est pas le seul à avoir de contrat avec le journal. Il n'est pas le seul. Ça dit que c'est de peser le pour et le contre. C'est ça, parce que, en fait, vous refusez une information, vous faites le blackout sur l'actualité, qui va être relayée par d'autres. Et ce n'est pas à votre avantage. Parce qu'il ne faut pas vous imaginer que tous les journaux ont de contrats avec le ministère de l'Environnement, enfin, pour le cas d'espèces. Vous voyez? Donc, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que c'est un autre avantage de nier la réalité? Sous prétexte que nous avons un contrat avec le ministère de l'Environnement. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avant que je donne la parole à Monsieur Folly, parce que c'est vous le Président du Conseil national du patronat. Il n'est pas ici en tant que président. Oui, bien sûr, mais je lui pose la question parce qu'il est le Président. Quel est l'état justement de ces contrats? Parce que il va peut-être répondre et vous allez compléter. Quel est l'état de ces contrats? Est-ce qu'ils sont suspendus? Est-ce qu'il y a des journaux qui ont encore des contrats avec le gouvernement ou il n'y en a plus du tout? Merci beaucoup. Non, vous savez que depuis l'avènement du gouvernement de président Talon, il est clair que tous les contrats ont été suspendus à un certain moment donné. C'est ça. Et c'est maintenant que ça reprend petitement. Ah, ça reprend? Ça reprend petitement. Et la communication institutionnelle ne peut pas l'empêcher. Vous savez, dans un pays Quand vous dites ça reprend petitement, ça veut dire qu'il y a déjà des journaux qui ont signé, c'est ça? Non, mais ça reprend. Non, ça veut dire qu'il y a des journaux qui ont signé, oui ou non? Non, nous sommes ici pour de la vérité au peuple. D'accord. On ne va pas faire... Il y a des journaux qui ont déjà signé des contrats? Nous sommes responsables. Bien sûr. Je vous dis, moi je dis qu'il y a des contrats qui ont repris petitement. Et en cela, c'est pas le taux d'affaires. Non, pas du tout. C'est une criminalisation de la presse. Tout. Je dis ce qui est, et ça n'empêchera jamais les organes de presse d'exister, de faire le travail. Je connais des organes de presse, des radios et télévisions qui ont des contrats, mais qui sont objectifs et critiques. Maintenant, quand vous avez un contrat et que vous n'êtes pas professionnel, ça fait votre affaire. Ça veut dire que vous allez être un laudateur à vie de celui avec qui vous avez fait le contrat. La différence, c'est ça qu'il faut établir. Je connais des gens qui ont le contrat, qui émergent même dans le contrat dont je parle là, mais qui sont critiques. À tel enseigne, vous vous demandez si vraiment ils ont le contrat. C'est ça ce qu'il faut. Le contrat ne doit pas amener le journaliste à faire son travail. Ne doit pas amener le journaliste à liquider l'information, à ne pas dire la vérité. Voyez-vous?
Très bien. Parce que c'est des organes de presse privés qui sont des entreprises de presse. Absolument. Une entreprise de presse n'est pas un organe ordinaire. Il doit vivre parce que c'est une entreprise. Il peut participer et gagner des marchés d'exécution de contrats qu'il doit exercer. Ce n'est pas criminel, ça. Je crois qu'il faut, à cette journée-ci, il faut qu'on arrête de diaboliser les contrats. Monsieur Folly, je ne sais pas, avant qu'on ne revienne sur l'aide de l'État à la presse, le micro peut être entre vous deux, ça marche. Voilà. Est-ce que ça vous semble transparent? Parce qu'il dit ça reprend petitement, je ne sais pas comment vous le regardez. Est-ce que ça se fait dans la transparence selon vous? Ou est-ce que le gouvernement peut se dire, bon, je suis libre de choisir les journaux ou les radios avec lesquels je signe les contrats? Le président de CNPA sait que je sais un certain nombre de choses que je ne peux pas dire sur le plateau, par décence, parce que les auditeurs n'ont pas besoin des petites querelles entre nous ou de savoir ce qui se passe dans la... J'ai le sens de la responsabilité pour pouvoir savoir ce qu'on peut laver comme linge sale en famille et ce que je peux exposer. Moi, j'ai fait un édito sur la situation de la communication au lendemain de choses. Je vais le répéter encore demain pour ceux qui veulent bien. J'ai eu les réactions. Je ne partage pas une partie de l'opinion de mon confrère. Sur la reprise des contrats, c'est ça? Non, je ne peux pas en dire. C'est lui qui peut le dire. Je dis qu'il sait ce que je sais, mais je ne dirai pas. Ce que je sais, ce que je veux dire. Il a dit tantôt que ce n'est pas un délit de faire de la communication. Personne n'a qualifié ça de délit. Je dis, avant qu'il n'arrive, que aujourd'hui, la communication institutionnelle, c'est une forme de publicité qu'on fait pour une institution. Et c'est admis. Sans ça, beaucoup de journaux ne vont pas vivre. Et beaucoup de médias ne vont pas vivre. Mais lui, qui est président du CNPA, et côtoyant le président de l'ODER, sait qu'il faut séparer le message publicitaire du message informatif. Est-ce que nous le faisons? Je veux parier un petit sou contre 1000 pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Mon aîné, c'est-à-dire que ami, dans la majorité des cas, les gens ne sont pas objectifs. Personne ne sépare la communication de la chose, y compris moi-même. Je fais beaucoup d'efforts pour séparer la communication. Et lui, il sait ce que je sais, que je fais partie des journaux qui refusent de publier une espèce de communication. Et vous reviendrez à ma question, est-ce que la façon de faire les contrats, est-ce que ça vous paraît objectif, transparent? Non, je ne dirai rien de ça. Lui pourra répondre, mais moi non. Je dis simplement ceci. Il faut rectifier. Non, il peut rectifier s'il veut. Que la manière dont la communication gouvernementale se fait infantilise la presse. Et on ne peut pas continuer. Pourquoi vous dites ça? Comment elle... Officiellement, il dit que les contrats ont repris petitement. Moi, là, qui suis ici, je ne sais pas si ça a commencé petitement. Ce que je sais et que je peux dire publiquement, c'est que je n'ai signé aucun contrat. Mais s'il vous plaît, oui. Mais je vais continuer. Bien sûr. Pour dire que des gens m'ont proposé, mais il n'y a aucun papier. Vous ont proposé quoi? Un contrat. Des gens? Mais il n'y a aucun papier. Des gens qu'il connaît. Non, des gens du gouvernement ou de la presse? Du gouvernement, bien sûr. Il les connaît. Et ils nous ont proposé, mais il n'y avait aucun test. Voilà, c'est bizarre. C'est nébuleux tout ça, non? Oui, c'est nébuleux, parce que les gens préfèrent la nébuleuse, parce que ça arrange tout le monde. Sinon, moi, j'ai un contrat avec la mairie. Mais la mairie ne m'a jamais demandé dans les clauses du contrat, ne critiquez pas nos actions. Jamais. Et s'il y a des choses qui se passent au niveau de la mairie... Est-ce que le gouvernement vous a dit il ne faut pas dénoncer ci ou ça? S'il vous plaît, je ne dirai pas. Puisque vous donnez l'exemple de la mairie. Oui, je parle des contrats. Vous-même, M. Marat, qui avez été chargé de communication d'un ministère sous un ministre donné. Bien sûr. Vous savez ce que notre journal a pu faire par le passé par rapport à ce ministère. Nous, on n'a jamais eu de contrat avec le ministère des Finances où vous étiez. D'accord. Mais on a toujours travaillé. Bien sûr. Moi, je peux dire que le plus clairement du monde que les contrats, moi, je signe les contrats que j'ai eus. J'ai des contrats d'abonnement qu'il faut. J'ai un contrat d'abonnement avec l'université. Par exemple,
j'ai un contrat d'abonnement avec des ministères. Mais avec le gouvernement. Mais des contrats qu'on appelle contrats de partenariat pour échange de communication, je n'en ai pas eu. Monsieur Philippe Rado, je ne sais pas si sur la question des contrats, vous avez envie de dire quelque chose, parce que Monsieur Folly dit qu'il y a une sorte de nébuleuse, de nuage. Est-ce que c'est votre avis? Non, mais moi je crois que les deux. Comment ça devrait être fait? Les deux se complètent. C'est vrai. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir des critères de choix pour les contrats, Monsieur le Président? Oui. Non, mais écoutez, pour les critères, il faut vous adresser au gouvernement. C'est oui, le gouvernement qui a dis. pris l'initiative. Oui, il est libre d'avoir de contrat avec qui il veut. Voilà, voilà une réponse. Ça, il faut par leur exemple. concéder. Voilà, il faut leur concéder. Maintenant, sur quel bas ils ont fait la sélection, c'est à eux de s'expliquer. Ensuite, pour ce qui est du contenu, c'est également à eux de décider. Et si on accepte entrer en contrat avec le gouvernement, c'est qu'on est consentant, qu'il y ait de papier ou pas. Parce que je crois savoir, non, c'est-à-dire, écoutez, et les deux, mais en fait, ils se complètent. Ils disent pas les mêmes choses, mais ils semblent se compléter. Parce que ça a commencé petitement. Non, lui, il dit pas la même chose que vous dites que le gouvernement est libre de choisir qui il veut, donc pas besoin de fixer des critères. Non, s'il y a des critères, c'est au gouvernement de les fixer, bien sûr. Maintenant, si vous acceptez, c'est que vous signez. Et un contrat, ça peut être verbal. Ça peut être écrit. Oui, Monsieur le Président, vous vouliez rectifier des informations? Non, c'est pour dire que je crois quand même que ce qui se passe est une évidence. C'est-à-dire M. Folly ne veut pas dire que il a dit qu'on l'a approché, etc., mais qu'il n'a rien de signé. Ça, c'est aussi une forme de contrat aussi. Ah, contrat verbal. Ah oui, parce que c'est aussi une forme de contrat aussi. D'accord. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que moi je pense, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin. Vous avez été chargé de communication des finances. Des finances. Est-ce que dans le scandale qui a eu lieu dans l'affaire Sinsal avec le ministre Lawani, vous avez vu une sorte de compromission par rapport aux organes de presse, par rapport à ce ministère? Non. Et pourtant, je sais que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des contrats. Ouais. Ça veut dire que, quelque part, il y a des gens qui sont professionnels. Et si bien que même si dans les contrats, ils savent la démarcation entre ce qui relève du contrat et ce qui relève de la vie de leur organe de presse, la suivi de leur organe de presse. Donc c'est ça que je voulais dire. Et est-ce que vous dites comme M. Rado que le gouvernement est totalement libre de faire des contrats avec qui il veut? Mais le contrat, c'est quoi? Vous savez, c'est une sorte de client qui identifie avec qui il veut faire un partenariat. Il apprécie par rapport à le débat, par rapport à la médiation. Vous fixez déjà dans des critères. Non, c'est ça que j'abordais, parce que là, vous êtes déjà en train de citer des critères. Non, mais écoutez, quand moi je veux identifier quelque chose, je veux payer quelque chose dans un supermarché et autre là, je vais là où c'est mieux. Je vais là où c'est le haut niveau. Je vais là où ça me profite. C'est la même chose tellement qui a été identifié. C'est bien que les gens marchent dessus. Donc je ne sais pas. Moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que alors qu'on bénéficie de choses, on veut faire comprendre ici, je ne veux pas faire dedans. Je ne veux pas faire de la publicité à un journal particulièrement. Il faut que Vincent Folly dise ici. Oui. Parce que tout le temps là dit que je sais. Moi je ne sais pas ce qu'il sait. Ah, bon, c'est un mystère. C'est un mystère, mais si vous parlez de critères, vous avez dit il y a des critères d'objectivité, d'audience, par exemple. Ma position, je peux apprécier un certain nombre de choses. D'accord. Ma position est telle que beaucoup viennent me voir pour poser leurs problèmes. En tant que président, pour que je puisse, relayer, faire quelque chose, les aider, les appuyer, etc. D'accord. Donc ma position, je peux être en train de dire que ça arrive plus petitement. Peut-être que je ne sais pas. Mais dans la position de CNPA, je sais que ça arrive plus petitement. Et je sais que ce que nous voulons, ce n'est pas la grande envergure comme avant, où chaque organe de presse est capable d'aller négocier son contrat dans chaque ministère. N'oublions pas ça, on ne vient pas de loin, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est ce que nous souhaitons. Nous, au CNPA, on se bat pour que cette sorte de suspension qui a eu lieu soit publiquement levée pour que chaque organe de presse, chaque organe de presse puisse aller négocier commercialement, stratégiquement, un contrat avec en marketing, le ministère. avec tous les ministères qui veulent, toutes les possibilités qu'ils veulent. Et là, ça permet de ne plus trop phagocyter et segmenter à un seul niveau. Parce que mais là, on a une communication centralisée. Est-ce que ça va être facile? Mais est-ce que vous savez pas, vous, comme moi, vous savez qu'il y a un directeur de la communication? Bien sûr, c'est ce que... Qui centralise la communication aujourd'hui? Oui. Oui ou non? Bien sûr. C'est la vérité, ça. Oui, parce que vous dites qu'il faut négocier avec chaque ministère. Je dis, est-ce que c'est possible avec une communication centralisée? Ce qui se passe aujourd'hui est tel qu'on aurait souhaité qu'il y ait une ouverture. Ah, ok. Que chaque organe de presse soit capable, dans une négociation
commercial direct avec à négocier lui-même. Monsieur Vincent. Et ça arrange tout. D'accord, monsieur Vincent Folly, je ne sais pas comment ça se fait aujourd'hui, l'aide de la presse, l'aide de l'État, pardon, c'est un lapsus, l'aide de l'État à la presse, comment ça fonctionne aujourd'hui? Celle que l'État accordait, je crois, à travers la HAC, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si la question s'adresse à vous ou à monsieur Folly, n'importe qui peut répondre à cette question. Est-ce que l'aide continue d'être apportée à la presse? Comment elle est gérée? C'est lui qui peut répondre. D'accord, monsieur le Président. Mais je veux prendre mon temps de parole pour dire ce que j'ai à dire. Oui, allez-y. Oui, je voulais avoir l'état de... Il a cité... C'est moi qui distribue les paroles, c'est lui qui a la parole, mais il ne voulait pas répondre à la question, c'est pour ça qu'il voulait vous la redonner. Oui, j'ai dit que je veux revenir sur le sujet que vous avez évoqué tantôt. Je voudrais aussi revenir, parce que moi je réagis par rapport à ce qu'il a dit. D'accord. Si je reviens, je reviendrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on va équilibrer les paroles. Je n'ai pas de chrono, je ferai l'effort. Monsieur Vincent Folly. Il ne faut pas que mon confrère... il ne faut pas que mon confrère pense que je suis venu pour lui. Ou alors pour contester. Sinon, je peux me lever tout de suite et laisser terminer l'émission. Ce que je veux dire, c'est ceci. Moi, là, je parle de ce que je sais. Il a cité votre exemple. Il a parlé de la période où il y a eu l'affaire. Vous dites jamais ce que vous savez. Dites ce que vous savez. L'affaire de la Seine-Saad. Soyez transparent, monsieur. L'affaire de la Seine-Saad. Il dit la plupart des journaux, malgré le contrat, ont traité le problème objectivement. Je veux nous retourner à la période. Est-ce que ça a été fait de cette manière? Je ne le pense pas. Et aujourd'hui, telle que la communication se passe, elle ne se passe pas de manière objective et transparente. Il le sait, et je le répète encore. Ça ne se passe pas de manière transparente et objective. Mais M. Rado a dit, M. Folly, j'ai entendu M. Rado a dit, à moins que vous disiez le contraire, il a dit le gouvernement est libre. Non, sur ce point, un gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transparence. Non, moi je n'ai pas demandé, je ne peux pas parler à la place du gouvernement. Mais je crois qu'il y a des critères pour pouvoir dire. Et lui-même a signé les critères de représentation, d'audience, de fréquence, d'audience. Oui. Mais là, qui est-ce qui me dit l'audience dans ce pays? Qui est-ce qui sait combien de journaux sont distribués sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a un audimat dans notre pays, comme en Côte d'Ivoire, où, vous savez, la publicité est donnée, non pas de manière au pifomètre comme ici, mais elle est donnée sur la base des critères déterminés. Monsieur le Président. Alors, non, ne me coupez pas la parole. Je veux dire simplement que dans notre pays, ce n'est pas ce qui se passe. Et le gouvernement n'agit pas dans la distribution de ce qu'on appelle les contrats, sur lesquels je dis, je peux être d'accord, parce que la communication institutionnelle, on peut la faire. Mais si on l'oriente vers autre chose, moi, je suis tout à fait libre de refuser. Et je dis que tel que ça se passe, ça n'est pas du tout transparent. C'est ce que je Monsieur le Président, avant que je donne la parole à M. Rado, juste pour répondre à la question de l'aide à la presse, parce qu'il a dit que vous êtes mieux placé pour y répondre. Comment fonctionne aujourd'hui l'aide qui était donnée à la presse? Depuis 20 ans, ça fonctionne comme ça fonctionne. Il y a deux sortes d'aides. C'est pas arrêté comme les contrats, ça se passe bien. On continue. On est dans la construction de l'aide 2014. D'accord. Ça, c'est pas toujours en deux aides. L'aide spéciale, l'aide à la qualité. Très bien. Et les gens postulent. Il y a une commission qui étudie et puis qui attribue les points, qui définit un peu ceux qui sont éligibles à l'aide. Aussi bien par rapport à l'aide spéciale, par rapport à l'aide à la qualité. Et le travail a été fait déjà, que chacun sait un peu ce qu'il a déjà gagné. Je sais que le journal de Vincent Folly a gagné a gagné une aide. Donc je crois quand même qu'il est dedans. D'accord. Voilà. Et votre journal a gagné une aide, M. Rado? Oui. Parfait. Donc abordons un autre sujet. Non, je vais revenir dessus. Non, on ne peut pas épuiser le sujet de cette manière. Si je lui ai donné la parole... On a beaucoup de questions. Non, ce n'est pas vous qui donnez la parole. Ce n'est pas vous qui donnez la parole, c'est moi qui donne la parole. Je vous ai voilà, dit de lui donner la parole. Non, vous ne pouvez même pas dire ça parce que ce n'est pas vous qui m'autorisez à donner la parole. Parce que la question... C'est moi qui décide de qui parle en équilibrant les temps. La question va être mieux maîtrisée. Il a dit ce qu'il a dit, mais je veux compléter quelque chose. Si je ne le dis pas, j'aurai tort. Très rapidement. Ce que je vais dire très rapidement, la manière dont l'aide de la presse est distribuée depuis plus de 10 ans, elle n'est pas bonne. Et moi... Dites en quoi elle n'est pas bonne? Je vais le dire. Et tout le monde connaît mon opinion. J'ai été membre d'une des commissions. Et très tôt, j'en suis parti. Et ils savent pourquoi. Je veux dire que
tel que ça dit ça, c'est distribué, ça n'est pas bon. Nous avons 300 millions, nous avons eu 300 millions au départ. Oui. Et c'est passé à 350 millions. D'accord. Alors, je vous dis, 10 ans d'aide à 350 millions, ça fait 3 milliards 500 millions, si je ne m'abuse. Si on avait pu procéder autrement, il y a plus de 10 ans qu'on parle de la création du fonds pour le développement des médias. Plus de 10 ans. Mais personne, ça n'intéresse personne de continuer à faire ça. Moi, la dernière fois, on a convoqué une réunion à la veille, je ne suis pas parti parce que je suis fatigué de répéter les mêmes choses. Je veux dire que par rapport à l'aide, lorsque vous multipliez 350 millions par 10 ans, vous avez 3 milliards 500 millions. Oui. Avec ça, on a créé de petites entreprises de presse. Mais autrement dit, tel que c'est distribué, c'est du saucissonnage. À peine 60 millions sont réservés à l'aide directe aux entreprises de presse. Une partie de l'argent est utilisée pour ce qu'on appelle la formation. Une autre partie à quelque chose d'autre, au soutien aux associations professionnelles. J'ai été de ceux qui ont dit, lorsqu'on crée une association, on n'attend pas que des étrangers viennent payer les contributions. Merci. Et je termine. Oui, parce que donc, vous prenez on plus de prend parole une que partie tout le de monde. l'aide D'accord. pour donner aux associations depuis plus de 10 ans, et ça n'est pas bon. Merci beaucoup. Monsieur Rado, pour évoluer, on ne va pas rester sur les deux thématiques. Peut-être qu'en plus de l'aide de l'État à la presse, des contrats, on aurait pu améliorer avec autre chose les conditions de vie des journalistes. Je pense à la convention collective. Aujourd'hui, est-ce que la convention collective de 2008, je crois qu'elle a été revue récemment d'ailleurs, la convention collective, est-ce qu'elle est en application? Oui, mais, oui, vous voulez réagir parce que vous n'avez pas eu assez de temps de parole. Je vous permets de le faire, oui. Par rapport à l'aide de l'État. en retrait à décès. Non, pas du L'aide tout. de l'État à la presse. En fait, c'est un sujet assez sérieux. Si l'aide fonctionnait comme cela se Donc vous croit, êtes avec M. Folly qu'elle fonctionne très mal. Oui, elle ne fonctionne pas très bien. Vraiment, elle ne fonctionne pas du tout bien. Qu'est-ce que vous reprochez Non, parce qu'il a déjà montré, parce qu'en fait, si sur 350 millions, ceux qui sont censés être bénéficiaires, on ne leur retrocède que quelques 60 millions, il y a problème quelque part. Et le reste va où? Oui, au niveau des associations, au niveau de la HAC, et beaucoup d'autres. De la formation. Il y a eu beaucoup de choses. Mais il reste quand même un problème. Mais pourquoi il n'y a pas un cadre de... Est-ce qu'il y a? Je dis pourquoi il n'y a pas... Je pose mal la question. Est-ce que déjà, je devrais demander, est-ce qu'il y a un cadre de concertation pour définir les modalités justement de la distribution de cette aide? Oh, je crois que c'est juste au niveau des associations. C'est-à-dire ce n'est pas jusqu'à la base, jusqu'au niveau des Qu'est-ce qu'on organes. devrait faire de votre point de vue? Oui, en fait, on aurait pu impliquer les organes. Parce que les associations nous représentent, mais quand il y a problème, parce que on a quand même, c'est dit les uns les autres ont eu à opiner là-dessus. Mais je ne pense pas qu'on ait vraiment pris cela en compte. Mais cela dit, moi je crois, c'est-à-dire quand on parle de l'aide de l'État à la presse, le Bénin a été un modèle. Un modèle dans le sens qu'on a été les pionniers. C'est-à-dire en 97, pendant que le Bénin affectait 300 millions aux organes de presse, au Sénégal c'était 40 millions. Donc l'État a fait beaucoup d'efforts. Oui, et au Burkina 50 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, Quel est le résultat par rapport à ça? le Sénégal est passé à 700 millions. Le Burkina, 700 millions également. La Côte d'Ivoire, qui est venue bien en retard, n'en parlons plus. Donc il y a un problème. Moi, je crois, c'est-à-dire les associations, moi, je les jette par la pierre. Parce que dans la mesure où nous ne sommes pas promptes à cotiser, il faut bien sûr qu'elles vivent de quelque chose. Parce que les associations ont du personnel administratif à payer, etc. Donc, quand on prend tout cela en compte, je crois que c'est important de leur affecter des ressources. Mais cela dit, c'est qu'avec 300 millions, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que le Sénégal, en plus de 700 millions, c'est que le Sénégal, en 2011 et en 2013, officiellement, l'État a supporté les organes pour 10 milliards et 9 milliards. Quand vous dites supporter, de quelle Supporté manière? parce Par qu'il quel mécanisme? y a eu de redressement fiscal. Ok. Mais l'État a passé un coup d'éponge sur cela. Et ça vaut la peine de le souligner. Mais au Bénin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de redressement Il y en a. fiscal au niveau des Il y en a. journaux? Il y en a. Ah bon? Il y en a. Il y en a. Il y en a.
Il y en a. Pourquoi Alors, M. Vincent Folly Je ne veux pas parler de moi tout le temps. Mais je veux dire... Non, c'est-à-dire qu'en fait, attendez que je vous donne... le Bénin est à la traîne, franchement. D'autant que même Maintenant, déjà... j'ai évoqué la convention collective. Oui, attendez. D'autant que déjà, même en 2009, en Conseil des ministres, mais ça a été décidé de porter l'aide à 1 milliard. Où est-ce que c'est passé? Peut-être que le gouvernement va le faire. Il nous écoute. Par rapport à la convention. Par rapport à la convention. Ça intéresse le personnel. Voilà. Nos personnels, etc. De quoi la convention? Là, chacun devrait balayer devant sa porte. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, dans le sens que, en fait, je ne voudrais quand même pas... Bon, je suis tenté de citer cette formule des Guinéens qui disent que l'État fait semblant de les payer et ils font semblant de travailler. Je ne veux pas dire que nos personnels ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, mais il reste quand même que ce que nous leur payons, ce n'est pas extraordinaire. C'est la faute de qui? Mais la précarité, la précarité à laquelle le personnel est soumis, c'est déjà la précarité des directeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un régime particulier pour les directeurs. Je crois qu'il n'y a personne... Vous êtes en train de me dire clairement la convention, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Monsieur, non, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas du tout appliquée. Non, dans beaucoup de cas, il y a quelque chose qui se fait. Non, ne parlez pas comme quelque chose se fait, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des journaux qui payent régulièrement leur personnel? Ce que dit la convention, c'est respecté dans beaucoup de cas. D'accord. En tout cas, chez moi, c'est respecté. D'accord. Le président veut le confirmer, c'est ça? Plein d'autres journaux, c'est respecté. La convention, elle est appliquée. C'est respecté dans beaucoup de cas. Mais qu'est-ce qui se fait? Il y en a même qui payent au-delà de ce qui est prévu. D'accord. Pour la convention qui a été en vigueur, qui a été jusqu'à il y a 10 ans. 2008 jusqu'à récemment. Bon, maintenant, on a mis en place une nouvelle convention. Pourquoi d'abord? Non, parce que l'autre est caduque. D'accord. Ok. Une convention, c'est pour une durée, c'est ça? Avec la réalité d'aujourd'hui, donc ça a été dénoncé. Nous avons entré en négociation. Nous avons une nouvelle convention collective que nous avons essayé de diffuser, de divulguer maintenant. Mais continue. Oui, allez-y. Bien sûr, allez-y. Je crois que vous avez mis un point. Non, je voudrais revenir sur l'aide d'État à la presse. Je crois que nous devons rester ensemble et faire le combat pour aller au fond. Le fond? Le fond d'aide des médias. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas parce que désormais, en 2015, le Code de l'information et de la communication a consacré le fonds, a même dit quelle est la situation du fonds. Le fonds est composé de 5 personnes, comme comité de gestion. Il s'agit de la HAC, le ministère de la Communication, et des 3 qui émanent des institutions professionnelles. Ça, c'est depuis 2015. Après 2015, on peut être en mesure aujourd'hui de déclencher le système pour aller au fond. Parce que pendant longtemps, on a fait la lutte, ça n'a pas pris. Depuis 10 ans, c'est vrai, ça n'a pas pris. Maintenant, on a un outil qui nous permet d'aller. C'est pourquoi le 3 mai dernier, contrairement à ce que Vincent a dit, le président du CNP a organisé une réunion à la manière des médias pour parler du fond. On a fait un débat sur le fond et aujourd'hui, nous savons là où nous allons par rapport au fond. Nous avons beaucoup évolué. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir le fond. C'est pourquoi, sinon, le fond, c'est le fonds d'aide devant des médias. Nous réclamons au minimum 1 milliard. Pour que tous les problèmes que nous soulevons aussi de paiement de contrats, de communication, d'embrigadement, soient réglés. Lorsque nous avons le fonds, nous avons les grands projets structurants, nous avons la médiamétrie, dans la régie publicitaire, nous avons la messagerie nationale, et ça devient un allègement pour nous. Un organe de presse qui vient au fond n'est plus comme l'aide d'aujourd'hui, il a 1,5 million, 2 millions, non. Il vient au fond, il a un projet structurant de 5-10 ans, il est financé pour 10, 15, 20, 50 millions, il revient 5 ans après. C'est ça la philosophie du fonds. Il faut qu'on se batte pour aller au fond et quitter le caractère éclectique et squelettique et, disons, maléficient de l'aide ridicule et des contrats que nous allons chercher ici et là. Non. Monsieur Vincent Folly. Et je dois vous dire que si, aussi longtemps qu'on n'aura pas le fonds, comme le fonds dans les grands pays, on ne peut pas demander, proclamer la fin de la communication et des contrats. Merci. Monsieur Vincent Folly, est-ce que vous êtes d'accord pour une fois avec le président que le fonds règle peut-être le problème de la mauvaise application ou la mauvaise mise en œuvre de l'aide? Le fonds règle les problèmes, c'est ça? Oui, il a sorti une phrase tantôt pour dire qu'avec le fonds, on va sortir de la communication ridicule, telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Et je suis d'accord avec lui. Mais ça fait plus de 10 ans que nous parlons du fonds. Il a dit que ça a été codifié dans le code de la presse. Je me réjouis qu'il l'ait dit. Depuis 2015, nous sommes en 2017. On ne fait que dire les mêmes choses depuis. Maintenant, s'ils se sont engagés à créer le fonds, dans la réalité, je dis chiche.
moi, je ne peux pas bouder mon plaisir. Je dis, le problème qui se pose pour l'aide que l'État doit apporter à la presse, parce que nous constituons un maillon important du processus démocratique, le problème que pose, ce n'est pas tant le montant que la manière de gérer. Le montant, mon confrère parlait de 1 milliard, mais si nous mettons les mêmes méthodes en place qu'aujourd'hui, avec un montant de 1 milliard, on n'aura rien fait, ce sera de l'eau jetée sur le dos du canard. Il faut restructurer, il faut parler du front, et j'espère qu'on va associer les organes de presse et que ce ne sera pas quelque chose au niveau simplement du bureau directeur du CNPA. Ben, moi, je n'y suis pas, je n'y ai jamais été, et je dis que j'ai toujours participé aux discussions sur le fond. Et j'ai donné mon avis. Et lui, il a dit tantôt, on fait un projet, on revient 5 ans plus tard pour demander l'aide. Je suis allé jusqu'à dire que lorsque vous sollicitez l'aide du fonds, vous devez payer. Monsieur Rado, Ah mon Dieu, oui, parce qu'on est à la fin de l'émission et Monsieur Rado, avant qu'on ne fasse le dernier tour de table, un mot quand même sur le code de l'information et de la communication. J'ai lu à l'occasion justement de la journée, le 3 mai, je crois que c'est le président de l'UPMB qui disait, voilà, nous avons un nouveau code, mais sa mise en application connaît quelques difficultés, notamment par exemple l'accès à l'information. Quel est votre regard sur le code et son application? En fait, moi je crois que le code est vraiment euphorique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de proclamations. Dans le code. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que ça va être? C'est-à-dire qu'on dise par exemple, bon, c'est-à-dire on reconnaît l'accès à l'information comme libre, et que l'on dise par exemple que quand vous avez besoin d'une information, que vous adressez à l'autorité ou à la personne qui est en possession de l'information, que cette personne a le devoir de vous la donner. Mais dans la réalité, il faut voir comment ça va fonctionner. Très bien. On m'a dit que nous sommes à la fin de l'émission. On va faire un dernier tour de table avec une question précise pour chacun de nous. Ce n'est pas ma faute. Monsieur Rado, on va commencer par vous. On est tous en train d'aller vers quelque chose dont tout le monde parle. Aujourd'hui, c'est le numérique qui concerne tous les médias, aussi bien la presse écrite, l'audiovisuel. Selon vous, qu'est-ce que le numérique va changer dans le paysage médiatique du Bénin? C'est votre mot de conclusion en même temps. On nous dit qu'avec le numérique, il faut que le journaliste soit polyvalent. Il faut qu'il soit polyvalent, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'intervenir aussi bien au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio, de la télévision. Je crois en fait ça doit être une occasion formidable, c'est-à-dire surtout pour régler la question de l'emploi, par exemple. Ne serait-ce que la question de l'emploi. C'est-à-dire que ça va créer de nouveaux emplois, c'est ça? Oui, pas de nouveaux emplois, mais de nouvelles possibilités. C'est-à-dire que vous n'êtes plus confiné dans votre petit horizon, votre microcosme de presse écrite, de radio, télévision. Vous avez la possibilité de vous mouvoir, c'est-à-dire que d'un média à l'autre, etc. Bon, maintenant, il faut voir, est-ce qu'il y a tout l'accompagnement pour que cela devienne réalité? Je sais par exemple qu'il y a eu en 2015, on a commencé une formation avec le CST. C'est-à-dire pour permettre, je sais pas, c'est-à-dire que pour préparer le personnel à l'avènement. Alors qu'est-ce que ça a donné? C'est-à-dire que non, on a dû tout arrêter. Et aujourd'hui, je crois qu'on parle beaucoup plus de matériel, d'équipement. La structure même qui d'ailleurs a eu à gérer cette formation à l'époque, c'est les dissoute, on est à changer de dénomination, etc. Et alors la formation, c'est bien après. Monsieur le Président, votre mot de conclusion avec cette question, qu'est-ce que le numérique va changer? Je dis par rapport au code. Je voudrais dire que le code, oui, c'est le temps. Non, il y a un aspect important. C'est une avancée quand même majeure qu'il ne faut pas mettre de côté. Parce que dans le code, désormais, les peines de liberté en matière de presse sont exclues. Aujourd'hui, un journaliste peut être mis en prison parce qu'il a écrit. C'est une avancée majeure. Ça, il faut le souligner en ce jour, qui est un jour, des jours, mais voilà, enfin, nous sommes dans la période. Votre conclusion par rapport au numérique, à l'avènement. Le numérique, vous savez, c'est un peu de l'incantation. Depuis longtemps, on en parle, mais vous avez le CNMAN a été dissous, on a remis sur pied la structure pour aller à autre chose. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas. Ce qui est sûr et fondamental, c'est que nous sommes obligés, nous, en tant qu'acteurs des médias, nous adapter à la nouvelle réalité. Aux nouveaux médias. Ça, c'est imparable. On ne peut pas ne pas y aller. Très bien. Monsieur Vincent Vouli. Vous allez me couper la parole à une minute. C'est votre mot de conclusion. Non, moi, je le dirais. C'est mon mot de conclusion? Oui, c'est votre mot de conclusion. On doit avoir encore quelques temps. Non, on va nous couper. Je suis désolé, c'est ça, la télévision en direct. Oui, le numérique, c'est l'État qui n'est pas prêt.
Mais nous sommes déjà prêts. Pourquoi vous dites, le numérique... Comment vous dites que l'État n'est pas prêt? Non, l'État n'est pas prêt puisqu'on a avancé la date. Il y a une date qui avait été prévue pour être dans le numérique. Vous en savez beaucoup de choses ici. Après, on a dit non, ce sera l'année 2018, non? Je crois qu'il a été retenu. Cela dit, nous sommes déjà dans le numérique. Le peuple béninois, les citoyens béninois sont déjà dans le numérique. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il n'y avait pas ça il y a 5 ans. Mais nous sommes dans le numérique. Aujourd'hui, une télévision comme Canal 3, pour ne citer que cet exemple, peut, à partir de la seule fréquence qu'elle a reçue, multiplier plusieurs, qu'est-ce que je vois là? Canal Cinéma, Canal Fongbe, Canal Boama, c'est la seule fréquence qu'elle a. Et normalement, on devait tirer toutes les conclusions qui s'imposent à ça pour dire, comme la HAC n'aurait pas dû dire, ah, vous avez été désigné pour rester dans tel endroit, vous devez rester là. On peut y mettre à partir du numérique là. Avec le numérique, on peut y mettre de partout. Si j'ai choisi. Oh là là. Oui, allez-y, finissez. Oui. Faites un point, oui. Mais nous, la Nouvelle Tribune, nous sommes dans le numérique. Vous voyez ce qui se passe. Nous avons un site. On peut vous lire en ligne. Et on peut nous lire en ligne. D'accord. Nous avons la possibilité d'envoyer des vidéos et nous formons notre personnel pour ça. Nous faisons... Oh là là. Oui, finissez. Là, il me coupe là. Oui, mettez un point. Allez, merci. Non, je voudrais seulement dire que Nouvelle Tribune, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, n'est pas un journal qui n'a pas d'envergure. Nouvelle Tribune, c'est pourquoi je parle de l'audimat de médiamétrie. Nouvelle Tribune est le seul organe au Bénin qui est repris sur la chaîne qu'on appelle une chaîne sous-régionale. West Africa. West Africa. Enfin, West Africa. C'est le seul. Ce sont des lauriers que le contrat éventuel que Nouvelle Tribune peut gagner, moi je ne peux pas gagner. Parce qu'il a de l'audace, il a de l'audience. Merci, vous donnez des lauriers à M. Vincent Folli. C'est ça. Donc il ne peut pas être chiffré et payé de la même manière pour le journal qui a fait tout ça. Pour une fois, vous faites sourire, monsieur. L'audience joue beaucoup. Merci beaucoup. Pour une fois, vous faites sourire, monsieur Vincent Folli. C'est la fin de l'émission qui avait pour thème central communication et liberté avec... 3 invités, M. Basile Kibozo, le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, M. Vincent Folli, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, et Philippe Rado, le directeur de publication de Nouvelle Expression. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique, la réalisation dirigée par Mme Christelle Sagouan. À dimanche prochain.